Bonjour mesdames et messieurs, bonjour Michel Onfray. Bonjour Jean-Marie. Et vous savez que, regardez devant vous, vous savez qu'on est content chaque fois que vous venez à Bordeaux, chaque fois que vous venez chez Mola. C'est une ville où vous êtes désormais chez vous, c'est une librairie où vous êtes chez vous, vous n'avez que des amis. Ici, vous n'avez que des amis. Et Denis est content de vous recevoir, et moi je suis content de vous retrouver, parce que ça fait quelque temps que nous n'avions pas eu l'occasion de parler ensemble. Nous l'avons en public, nous l'avons beaucoup fait autrefois, et puis nous reprenons un dialogue qui nous ramène quelques années en arrière. Et ce dialogue va porter sur 2 livres. Moi je suis toujours absolument sidéré par votre générosité. C'est-à-dire l'aptitude que vous avez à écrire autant, à un rythme tel. Donc, vous étiez là il n'y a pas très longtemps, et puis vous êtes là de nouveau, cette fois pour 2 livres d'un coup. Alors, un livre qui porte sur un peintre qui s'appelle Combas, qui est bien connu à Bordeaux parce que le CAPC, j'ai cherché ce matin, c'était en 1987. Lui avait consacré une très grande exposition. Et donc, vous êtes un admirateur de Combas, vous avez déjà assez fréquemment parlé de lui, vous lui consacrez donc un livre. Et puis, le second ouvrage, c'est « Le réel n'a pas... » Alors, il y a un titre, un sous-titre, un titre encore en dessous. Alors, je ne sais pas. Je pense que le titre, c'est « Le réel n'a pas eu lieu ». Et le sous-titre, c'est « Le principe de Don Quichotte ». Et tout cela s'inscrit dans un projet plus vaste qui va comprendre 6 volumes, je crois. Ce projet, c'est une contre-histoire de la littérature, de la même façon que vous avez écrit une contre-histoire de la poésie. Alors, il me semble qu'on peut commencer par cela, n'est-ce pas ? De la philosophie. Merci. Merci. Enfin, littérature, philosophie, poésie, ça se tient. Alors, qu'est-ce que c'est une contre-histoire de la littérature ? Il y a un mot d'explication juste avant que le texte ne commence, mais vous pouvez nous l'expliquer. Et quel rapport il y a d'ailleurs entre une contre-histoire de la philosophie et cette contre-histoire de la littérature ? Merci Jean-Marie pour votre accueil. Merci Denis. Je ne sais pas depuis combien de temps je viens dans les salons Albert Mola, mais je suis toujours très heureux d'être là. Je suis très invité par les libraires un peu partout, et je n'accepte que la librairie Mola, parce que Denis est un ami, et merci à vous d'être là aussi souvent, aussi fréquemment, aussi fidèle, aussi présent. La contre-histoire de la philosophie, c'est une histoire de la philosophie, bien sûr, tout comme mon anti-manuel de philosophie était un manuel de philosophie. Alors il y a eu de nombreux malentendus et assez drôles, puisqu'on m'a souvent parlé de mon histoire de la contre-philosophie, ou mon manuel d'anti-philosophie. Et je ne suis pas contre la philosophie, et je ne fais pas de l'anti-philosophie, mais une autre histoire. C'est-à-dire que les philosophes qui sont très doués pour donner des leçons aux autres, et pour expliquer pourquoi ceci, pourquoi cela, comment fonctionne leur discipline, c'est-à-dire aux sociologues, aux psychologues, aux économistes, etc., sont des gens qui fonctionnent avec un point aveugle, parce que les historiens de la philosophie ne font jamais l'histoire de leur histoire. Et j'ai fait 8 années d'études à l'université, et jamais on ne m'a enseigné l'histoire de la philosophie, mais on m'a toujours enseigné l'histoire de la philosophie. Et on sait bien que l'histoire, elle est écrite, disons-le ainsi, elle est écrite par les vainqueurs, et qu'il y a des vaincus dans l'histoire de la philosophie. Et les vaincus, ce sont ceux qui n'ont pas eu droit au chapitre, parce qu'il y a eu 20 siècles de christianisme, pour aller vite, et que le christianisme est un spiritualisme, est un idéalisme, est une philosophie qui est compatible avec Platon, compatible évidemment avec Saint-Augustin, et pour cause, avec les pères de l'Église, avec la scolastique, avec la philosophie de Kant, avec la philosophie de Hegel, avec l'idéalisme allemand, éventuellement avec la phénoménologie de Husserl, de Heidegger, etc., etc. Donc il y a une histoire officielle, c'est celle qu'on enseigne, sans en enseigner l'histoire.
D'ailleurs, on ne fait pas l'histoire de la philosophie en nous présentant ça comme une évidence. Et moi, j'ai été 20 ans professeur dans un lycée et j'ai été victime de cette histoire que j'enseignais comme telle, c'est-à-dire Freud a inventé la psychanalyse, l'inconscient se révèle par l'analyse des rêves, la formulation d'un problème entraîne immédiatement la disparition de ce problème, la cure analytique fonctionne absolument, elle est scientifique, enfin toutes ces choses qu'on nous enseigne comme des vérités. Et quand j'ai créé l'université populaire, ça n'était pas pour faire l'histoire officielle, c'était pour faire une autre histoire. Donc je me suis mis à travailler par moi-même, c'est-à-dire à ne pas lire les gloses, et surtout à ne pas lire les gloses de gloses, et à ne pas croire ce qu'on racontait a priori, et à faire fonctionner mon esprit critique, comme un policier qui ferait une enquête, en se disant il y a un criminel, et il y a des indices, et il y a un cadavre, et il y a etc. etc. Le cadavre, c'est l'histoire de la philosophie alternative. Les abdéritains, les matérialistes de l'Antiquité, les gnostiques licencieux, les frères et sœurs du libre esprit, les libertins érudits du XVIIe siècle, un certain type de radicalité des Lumières au XVIIIe, des figures assez singulières, les taureaux par exemple, ou Schopenhauer, que je ne présente pas comme un pessimiste, mais comme un optimiste, puisque Schopenhauer nous dit quand même qu'il y a un art d'être heureux. Les pessimistes ne pensent pas qu'on puisse être heureux et qu'il existe encore moins évidemment un art d'être heureux. Donc j'ai souhaité enseigner cette contre-histoire de la philosophie, et finalement c'est beaucoup plus riche que ce que je pouvais espérer dès le départ. Je dis souvent comme exemple que on présente Démocrite comme un présocratique et que Démocrite survit 40 ans à celui qu'il est censé précéder, et qu'il y a quand même anguille sous roche avec une information comme celle-ci. Pourquoi est-ce qu'il nous reste 3 lettres d'Épicure, qui a écrit plus de 300 livres, et les œuvres complètes de Platon en même temps? Mais ça fait sens de savoir pourquoi un philosophe majeur a disparu des radars, sauf 3 lettres perdues qui, pour notre grande chance, ont bien fait d'être perdues parce qu'elles ont été retrouvées. Et alors qu'on a Platon en livre de poche, en Pléiade, qu'on a Platon en collection en collection club, que Platon tout le monde connaît son nom, alors que Démocrite un peu moins, Antiphon sur mon personne, et Lorenzo Valla pas du tout non plus. Donc cette contre-histoire de la philosophie, c'était un gros chantier, c'est toujours un gros chantier, j'y suis toujours, même si je vois le bout du tunnel, et j'ai démarré bêtement avec les traces les plus anciennes, les présocratiques, les 10 présocratiques, et cette année, j'ai terminé un cours sur Gunther Anders, avec Hannah Arendt et Hans Jonas pour cette année, et l'an prochain, j'aborderai des vivants, dont je pense qu'ils sont les grands noms de la philosophie d'aujourd'hui, Robert Misrahi, René Scherrer, Clément Rosset et quelques autres, et j'ai pris la totalité des 25 siècles, donc c'était un très gros chantier. En revanche, pour la contre-histoire de la littérature, j'ai souhaité démarrer au Moyen-Âge. Et vous aviez raison, cher Jean-Marie, de commettre cette erreur qui n'en est pas une, c'est-à-dire il y a une contre-histoire de la poésie aussi d'une certaine manière, puisque Dante écrit la Divine Comédie en vers, et que donc cette contre-histoire de la littérature inclut un poème magnifique, comme on savait les faire à l'époque, c'est-à-dire des milliers de vers. Aujourd'hui, un poète est souvent éthique, sans le H, maigre, et on met parfois, ça c'est le complexe des Mallarméens, on met parfois 3 mots par page, une grande page blanche, et ça fait de la poésie. Là, on était, comme avec Victor Hugo, dans le souffle, dans l'épique, et en même temps, on disait des choses. Et on disait des choses philosophiques. Et c'est ça qui m'intéresse dans la contre-histoire de la littérature, c'est-à-dire que je suis un mauvais lecteur de romans, parce que je m'ennuie aux romans, et aux romans contemporains qui plus est. Quand on est chez des éditeurs, quand on publie chez des éditeurs qui publient des écrivains, eh bien, on rentre chez soi avec des valises des romans qui se publient et on se dit, mais je n'en aurais jamais acheté un moi-même et je ne vais jamais au bout des productions qui sont celles de tel ou tel éditeur, peu importe. Et je me suis dit, mais pourtant, j'ai eu des grandes passions. J'ai adoré, j'adore toujours, mais simplement je les relis plus, mais je veux dire, j'ai adoré Céline, j'ai adoré Albert Cohen, j'ai adoré Joseph Delteil, et je me dis, mais pourquoi est-ce que la littérature est à ce point opposée à la philosophie? Pourquoi est-ce que Camus, par exemple, passe pour un littéraire chez les philosophes, un philosophe chez les littéraires, et que personne ne le lit comme il faudrait, en pensant que la littérature est une voie d'accès à la philosophie? De sorte que je peux raconter vite fait l'histoire du Don Quichotte, parce que en fait, moi je fonctionne à l'affectif, et un jour, je reçois une centaine de mails par jour, les gens me demandent des conférences, des préfaces, des lectures, écouter un CD, regarder une vidéo, et puis faire un commentaire, et malheureusement, je ne peux pas faire tout ça.
Et un jour, une dame qui s'occupe de tourisme œnologique dans le sud-ouest me dit « J'aimerais bien vous inviter, mais on n'a pas d'argent et je ne sais pas comment faire. » Je dis « Écoutez, ce n'est pas l'argent qui m'intéresse, mais en revanche, je fonctionne au troc. Si vous venez à l'Université populaire du goût d'Argentan et que vous nous faites une dégustation de vos vins, et que vous amenez vos vins et que vous les commentez, bien moi je viens vous faire une conférence. » Elle me dit « Ah très bien, top là, allons-y, et c'est parti. » Donc on arrête une date, je dis « D'accord, je viens vous faire une conférence à Albi. » Et le temps passe, et puis un jour, je reçois un mail me disant « Alors, vous avez avancé sur Don Quichotte ?» Et je lui dis « Mais Don Quichotte quoi? Pourquoi ?» Enfin, et on me dit « Mais enfin, c'est le sujet de votre intervention. » Je dis « Ah non, on n'avait pas arrêté le sujet, vous êtes gentil, mais je viens comme ça, gratuitement, bénévolement. Si vous me demandez de travailler, ça veut dire 15 jours, 3 semaines de travail pour faire une conférence. C'est pas exactement la même chose, quoi. Mais comme je m'étais engagé, je me suis dit « Allons-y », et Don Quichotte m'avait déjà résisté 2 fois. Une première fois en Pléiade, où la traduction est très proche du texte espagnol du XVIIe, et c'est bien, c'est fidèle, mais en même temps c'est un peu laborieux, et j'étais pas allé très loin. Et puis il y a eu une nouvelle traduction au Seuil, et je l'avais lu, et j'avais commencé cette lecture, et j'étais très emballé en me disant, mais voilà quelque chose qui est passionnant. Et puis très vite, j'ai mis un livre dessus, puis un deuxième livre dessus, au pied de mon lit, puis j'ai pas fini la lecture de Don Quichotte. Et là, je me suis dit, bah voilà, je vais être obligé de lire jusqu'au bout Don Quichotte. Et je l'ai lu en rechignant, en traînant les pieds, en me disant, bah oui, j'ai compris, quoi. 1000 pages pour me raconter une histoire comme ça va, quoi. 200 pages, ça aurait bien suffi. Et parallèlement, ça faisait des années que j'avais envie de travailler sur la dénégation, sur le déni. Sur ces gens qui, pris la main dans le pot de confiture, le doigt dans le pot de confiture, la confiture autour de la bouche, nous disent c'est pas un pot, c'est pas de la confiture, c'est pas ma bouche, c'est pas mon doigt. Et on en rencontre plein, des gens comme ça. J'ai jamais dit ça, j'ai jamais fait ça. Quand je fais des conférences en prison, il y a que des Alfred Dreyfus, ils sont tous innocents, ils sont tous victimes d'erreurs judiciaires. Et puis d'autres personnes dans mon entourage proche, quand j'étais enfant, je donne des pistes, qui pratiquaient, ça c'est pour les freudiens dans la salle, mais qui pratiquaient la dénégation. Je n'ai jamais frappé mon fils, je n'ai jamais mis mon fils dans un orphelinat, j'ai payé les études de mon fils, ce qui n'a jamais été le cas. Et je ne parle pas de mon père, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, je me suis dit, la dénégation, j'aimerais comprendre. Pourquoi y a-t-il tant de gens qui, ayant fait ce qu'ils ont fait, nous disent qu'ils ne l'ont pas fait alors que les preuves sont là? Et je n'ai jamais rien trouvé qui me permette, une fable de La Fontaine, une peinture ou quelques vers, un aphorisme de La Rochefoucauld, une maxime de La Rochefoucauld. Et pendant que je lisais le Don Quichotte, il ne m'est pas venu une seule seconde à l'idée que c'était le grand roman de la dénégation. Et c'est une fois terminé ce livre que je me suis dit, mais bon sang, c'est bien sûr, c'est le roman de la dénégation. Et comme tout a été écrit sur Don Quichotte et que la bibliographie est abondante, je me suis dit, évidemment, ça a été écrit, ça a été dit, ça a été raconté, ça a été... Et le mot dénégation, vous le connaissez, il est dans le dictionnaire et il n'a de définition que psychanalytique. Singulier de voir que c'est seulement la psychanalyse qui nous donne l'acception et qu'il faudrait souscrire au freudisme pour pouvoir utiliser ce terme-là. Il y a analyse, et quand il y a analyse, ce qui surgit de l'inconscient arrive parfois à la conscience, et parfois on le refoule, parce que ça ne correspond pas à l'idée qu'on se fait de soi-même, et ça retourne dans l'inconscient, c'est donc refoulé. La dénégation, c'est donc le signe qu'il y a un refoulement de quelque chose qui est parvenu un temps à l'inconscient, avant de repartir à la conscience, pardon, avant de repartir à l'inconscient. Et si on n'est pas freudien, me suis-je dit, est-ce qu'on a le droit d'utiliser le concept? Est-ce qu'on peut l'expliquer autrement? Et de fait, tout Don Quichotte permet de penser le donquichotisme. Et le donquichotisme, c'est un concept qui n'est pas ce que j'appellerais, moi, le donquichotisme. C'est-à-dire, le donquichotisme caractérise un personnage qui a des idées, qui a un idéal, et qui, quoi qu'il arrive, défend son idéal. Et c'est le héros du personnage qui, quoi qu'il en coûte, tient à ses idées et les défend jusqu'au bout. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir qu'on avait fait un héros positif de ce Don Quichotte, qui est un type qui s'en prend en permanence dans les dents, mais au sens du terme, au vrai sens du terme, des coups de pied, des coups de poing. Il est roué de coups, il tombe dans la boue, il tombe dans les excréments, on se moque de lui, on se fiche de lui en permanence. C'est un anti-héros. Et comment cet anti-héros peut-il devenir un héros? Et pour tâcher de répondre un peu plus rapidement à la question de Jean-Marie, j'ai voulu essayer de réfléchir dans cette contre-histoire de la littérature, à la littérature qui nous permettait de penser philosophiquement. Et j'ai choisi du Moyen-Âge, c'est-à-dire de Dante jusqu'au XXe siècle, ce sera Kafka, en passant par chaque siècle, XVIIe Cervantes, le donquichotisme, dantesque, XVIIIe Sade, sadien ou sadique, XIXe Madame Bovary, le bovarisme,
et 20e, Kafka et kafkaïen. Et je me suis dit, tous ces concepts ont été produits à partir d'œuvres littéraires, donc dantesques, quichotesques, Sancho Pansesque, ça existe aussi, mais on ne l'utilise pas malheureusement, ce concept. Et voilà ce qui a présidé à cette contre-histoire de la littérature, c'est-à-dire aller chercher dans les chefs-d'œuvre, et je dis du chef-d'œuvre que c'est un livre que tout le monde connaît et que personne n'a lu, d'aller chercher dans les chefs-d'œuvre des occasions de penser le monde, parce que la dénégation, ça reste quand même une pratique universellement connue. Donc voilà ce qui a présidé à cette contre-histoire. C'est un chantier moindre que la contre-histoire de la philosophie qui, elle, m'a pour l'instant demandé 12 années, et peut-être 2 ou 3 ans encore. Là, effectivement, il y aura 6 livres à écrire, et c'est assez rapide à faire. Oui, pour vous, oui. Est-ce que, bon, vous avez dit énormément de choses comme ça, là, à la mitraillette. Alors, on va essayer de revenir sur certains points. D'abord, sur ce qui préside, en effet, à la naissance de ce livre. Il y avait d'un côté votre intérêt pour la dénégation. Alors, qu'est-ce que c'est la dénégation? Je veux dire, ça relève de la philosophie, de la psychologie, du comportement. Est-ce que c'est dans quelle case on mettrait ça, la délégation? C'est plutôt un trait psychologique ou ontologique même, je ne sais pas. En tout cas, il y a ça au départ, et puis votre absence d'appétit pour Cervantes, pour Don Quichotte. Et un jour, les deux choses entrent en contact. C'est-à-dire que vous lisez quand même Don Quichotte avec une idée derrière la tête. Quand vous dites que une contre-histoire, c'est quelque chose qui ne projette pas sur le texte une grille préétablie qui viendrait des gloses et des commentaires précédents, vous projetez en tout cas une obsession personnelle, un intérêt personnel qui est celui que vous avez pour la dénégation, pour ce thème de la dénégation. Et vous allez lire Don Quichotte à la lumière de cette préoccupation, de cet intérêt qui sont les vôtres. De la même façon que vous dites d'ailleurs, avec une parfaite honnêteté, tout à fait à la fin du livre, quel est le sujet du roman de Cervantes? L'histoire des gloses montre qu'ils ont été multiples, les sujets. Chacun y projette ses soucis, ses intérêts, ses fantasmes, ses angoisses, ses névroses, ses manies, ses lubies. Moi, le premier. Donc, on ne pouvait pas quand même donner le sentiment qu'on aborde un texte avec une absolue virginité. Vous n'êtes pas vierge, n'est-ce pas, quand vous lisez Don Quichotte. Et Don Quichotte, vous le lisez avec quand même une grille de lecture qui relève à la fois de vos lubies, de vos obsessions, de vos névroses, si vous en avez, et aussi de cette préoccupation fondamentale, et qui est l'axe même de votre lecture, qui est la dénégation, le principe de dénégation. Oui, mais je vous disais tout à l'heure que c'est d'une certaine manière une commande qui m'a conduit à lire vraiment Don Quichotte, et que je ne le lisais pas pour découvrir que la dénégation s'y trouvait. Je ne projette pas mes catégories, simplement il se fait que je découvre qu'il y a dans ce roman matière à penser la question de la dénégation. Par ailleurs, oui, je pense qu'effectivement nous lisons tous les auteurs que nous lisons, que ce soit des philosophes, des poètes ou des romanciers, nous les lisons tous avec notre propre subjectivité. Et si on n'a pas une âme fragile, faible, au sens noble du terme, je dirais, on n'aime pas Proust. Moi, j'aime Proust. Je pense qu'il faut avoir ressenti ce que Proust a ressenti pour pouvoir trouver du plaisir à la fameuse histoire de la Madeleine, pour n'en rester qu'à ça. Et encore, la Madeleine de Proust, c'est le Don Quichotte contre les moulins. Il suffit d'une anecdote pour résumer la totalité du livre. Nous en parlions tout à l'heure, tous les deux, pendant le déjeuner. Et effectivement, être proustien, c'est entretenir un certain type de rapport au temps. Et ça, même ceux qui n'ont pas lu La Recherche du temps perdu le savent. Donc quand j'ai démarré Don Quichotte, je ne savais pas que j'y trouverais matière à réfléchir sur la dénégation. Et c'est même sidérant, parce qu'il y a une espèce de déni de la dénégation chez moi qui a fait que pendant 1000 pages, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu que c'était le roman de la dénégation. Et puis quand j'ai fermé le livre, je me suis dit, bon, alors mon angle d'attaque, et je me suis dit, mais voilà, c'est la dénégation. Donc je n'arrive pas, en projetant mes catégories, en disant je veux voir
Ce que j'ai l'intention de voir, ça c'est ce que font les structuralistes, c'est ce que font les freudiens, c'est ce que font les lacaniens, c'est ce que font éventuellement les chrétiens ou les marxistes avec une grille, où il s'agit de projeter ce qu'on est, ce qu'on pense, sur une œuvre qui parfois ne parle pas de ce qui nous obsède. Mais là, je prends le lecteur à témoin. Je dis, voilà, je publie un livre, lisez-le. Si vous pensez que ma thèse ne tient pas la route, alors elle ne tient pas la route. Mais c'est a posteriori, et pas a priori, a posteriori que ma grille de lecture fonctionne, c'est-à-dire ma subjectivité. La dénégation m'intéresse parce que vous avez raison de dire tout ce qu'elle est, c'est-à-dire c'est une affaire de psychologie, c'est une affaire d'ontologie, mais c'est une affaire de nature humaine, donc c'est une affaire de philosophie pour moi. Comprendre les hommes. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de dénégation autour de nous? Pourquoi nous sommes tous touchés par la dénégation et nous sommes tous dans le déni, et plus ou moins. Certains le sont totalement. Ce sont des mythomanes, ou ce sont les menteurs, ce qui n'est pas exactement la même chose. Le menteur sait qu'il ment, le mythomane ne sait pas qu'il ment. Un menteur cache une vérité qu'il connaît. Un mythomane ne cache pas la vérité qu'il ne connaît pas. Il n'accède pas à la vérité, le mythomane. Donc il raconte tout ce qui lui passe par la tête, et si la fiction est plus vraie que la réalité, alors la fiction est plus intéressante, alors la fiction, et elle devient la vérité. Et la vérité, c'est une fiction. Moi, je ne suis pas dans ces logiques-là du tout. J'ai un rapport assez névrotique, pour le coup, au réel. Je pense que le réel est, et que ça n'est pas une tautologie. Et en bon Nietzschéen que j'essaie d'être, j'essaie de me contenter du monde donné. C'est-à-dire, il n'y a pas d'arrière-monde pour moi. C'est-à-dire que mon travail sur Freud, mais mon travail sur les religions aussi, c'est la même chose. C'est-à-dire, il n'y a pas d'arrière-monde, et même sur Camus. Quand je dis pourquoi Sartre est un homme des arrière-mondes, parce qu'il est un homme des concepts, parce qu'il est un homme de l'idée, parce qu'il est un homme de l'idéologie, et qu'il défend le prolétariat avec une majuscule, la révolution avec une majuscule, l'histoire avec une majuscule, mais que les majuscules n'existent que dans les livres, pas dans la réalité, je dis la même chose. Et je pense qu'avec le livre sur Don Quichotte, je dis aussi la même chose. Contentons-nous du monde donné. Mais pourquoi y a-t-il déni ou dénégation? Et de fait, je me suis dit, nous avons au moins 3 cerveaux. Enfin, je souscris à cette idée des 3 cerveaux. Enfin, le cortex, le néocortex et le cerveau reptilien. Et je pense qu'il y a du cerveau reptilien chez tout un chacun et que nous sommes des animaux de territoire. Nous sommes des mâles et des femelles, nous sommes des mâles dominants ou des mâles dominés, nous sommes des femelles de mâles dominants ou de mâles dominés. Il y a des marquages de territoire, et puis la vieillesse aidant, et bien un jour, le mâle dominant se fait dominer à nouveau par un jeune et il devient un vieux mâle dominé. Et tout ça fonctionne. Il y a du reptile en nous. Ça veut dire que quand on est dans la colère, dans la violence, dans l'agressivité, quand on est dans la réactivité immédiate, quand on donne une gifle, un coup de poing, une insulte, quand on est brutal, violent, agressif, le cerveau reptilien fonctionne, et ce, nonobstant le cortex. Le cortex, c'est ce qui nous permet la réflexion, c'est-à-dire on réfléchit sur soi-même et on se dit « Attention, je suis en train de préparer du venin, et je ne dois pas envoyer ce venin, je ne dois pas mordre. » Et on se retient. On ne dit pas ce qu'on a l'intention de dire parce que le néocortex fait un travail humain, je dirais. Et il fait que nous sommes des reptiles capables de se retenir d'être des reptiles. Et il y a des gens qui sont des reptiles incapables de se retenir d'être des reptiles. Et quand les gens se sont comportés de manière reptilienne, j'émets l'hypothèse qu'il y a un travail effectué par le cortex, le néocortex, qui dit « tu n'as pas fait ça ». Tu n'as pas été violent, méchant, agressif, tu n'as pas violé, tu n'as pas massacré, tu n'as pas été un salaud, un menteur, une ordure, tu n'as pas été un sale type ou une sale bonne femme, tu n'as pas fait tout ça, c'est faux, ça n'a pas eu lieu. Le réel n'a pas eu lieu. Moyennant quoi, eh bien effectivement, on peut être dans cette coupure. Pour ne pas dire schizophrénie, cette coupure qui fait qu'on a une part de nous qui est une part violente et une autre part de nous qui nous dit quand on a été violent qu'on ne l'a pas été. Parce qu'on sauve l'idée qu'on se fait de soi-même, l'image qu'on se fait de soi-même. D'une certaine manière, c'est une variation sur le thème de l'égotisme, de l'égocentrisme ou du narcissisme. Donc oui, Jean-Marie, vous avez raison, c'est une catégorie qui m'a intéressé comme une catégorie de la philosophie, mais aussi une catégorie qui me permet de comprendre les hommes. Pourquoi est-ce que je me fais insulter régulièrement dans la presse par nombre de journalistes qui, quand il m'arrive de les rencontrer par hasard, et à qui je dis, vous vous souvenez que, ils me disent, ah non, moi jamais écrit ça, moi, mais vous êtes trompé, j'ai pas dit ça, vous l'avez mal compris, vous êtes paranoïaque, et jusqu'à un moment où je me suis dit, bon, c'est vrai, c'est moi probablement, et après je regardais dans les archives de mon éditeur, et c'était encore pire que ce dont je me souvenais, et donc je me dis, pourquoi est-ce que la dénégation mène les hommes et les femmes, hein, pourquoi est-ce que ça mène les hommes et les femmes, et pourquoi est-ce qu'en même temps on a si peu pensé la question de la dénégation, et quand on l'a si peu pensé,
pensé, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pensé que dans les catégories de la psychanalyse? Et on m'a fait remarquer il y a quelques jours qu'il venait de paraître un livre écrit par un psychanalyste sur la dénégation. Je me suis dit, évidemment, bon, ça va, le mien est paru avant, on ne va pas dire que j'ai triché, d'autant que ma lecture n'est pas freudienne, mais je me dis, ça continue. La dénégation, c'est un concept dont la psychanalyse s'est emparée et dont je souhaiterais qu'au-delà de la psychanalyse, nous puissions nous en emparer, même quand on n'est pas philosophe, pour comprendre son beau-frère, sa belle-mère, son voisin, son cousin, sa femme, son mari. Ça, c'est la conclusion à laquelle vous arrivez dans le livre. Après les avoir traversés, il y a combien de pages, Don Quichotte? Presque 1000, oui. Après les avoir traversés, les 1000 pages de Don Quichotte. Donc on va revenir un peu en arrière. On va non pas oublier le néocortex et le cerveau reptilien, mais c'est peut-être ce dans le livre avec quoi je suis évidemment le moins d'accord. Ça me paraît une vision de la nature humaine parfaitement matérialiste, et j'ai du mal à réduire l'homme au néocortex, au cerveau reptilien et à tout ce qui en émane. Comme saloperie d'ailleurs, puisque vous avez dit un salaud, du venin. Or, Don Quichotte n'est pas cela. Donc, vous arrivez à cette conclusion après avoir traversé les 1000 pages et après avoir étudié attentivement ce personnage qui incarne quand même pour vous la dénégation, mais alors qui n'est pas un salaud, qui ne ment pas. Vous l'écrivez plusieurs fois, il ne ment pas et il est sans venin. Don Quichotte. Donc, dans ce tableau de la dénégation que vous venez de faire, n'est-ce pas, il faudrait prendre un certain nombre d'éléments, pas la totalité, un certain nombre d'éléments qu'on applique à Don Quichotte et qui, d'ailleurs, ces éléments ne comprennent pas la nuisance et la volonté de faire du mal à l'autre. Ce n'est pas dans son caractère. Alors, pas du tout, vous avez raison, c'est un gentil, Don Quichotte, voilà, c'est vraiment un gentil. Mais c'est un doudingue, c'est un gentil personnage qui n'est jamais méchant, jamais. Dans les 1000 pages, on ne le surprend jamais à être perfide, méchant, jaloux, agressif. Il n'a pas de, pour utiliser le vocabulaire de Spinoza, il n'y a pas de passion triste chez Don Quichotte. Mais ce qui m'intéressait, c'était moins Don Quichotte que le don quichotisme. Qu'est-ce qui fait qu'à partir d'un personnage, un nom propre en l'occurrence, une fiction, et qu'est-ce qui fait qu'on va produire un concept, le don quichotisme, et qu'est-ce qui fait que ce don quichotisme fait l'économie de la dénégation, puisque finalement, c'est assez positif. C'est plutôt sympathique d'être don quichotesque. On dit de quelqu'un qu'il est un don quichotte de ceci ou un don quichotte de cela, et ça veut dire en gros que, nonobstant les difficultés du monde, la méchanceté du monde, la saloperie du monde, c'est un personnage qui porte haut son idéal et qui défend son idéal, même si tout autour de lui fait la démonstration que ça s'effondre. Donc il y a un aspect positif dans le fait d'être Don Quichotte et don quichotesque. Donc moi, ce qui m'a étonné, c'est que la notion de dénégation n'ait jamais été associée à Don Quichotte. Et quand je vous parlais tout à l'heure de ce livre d'un psychanalyste, j'aurais aimé avoir le titre et l'auteur pour lui rendre hommage, bien que ne l'ayant pas lu, mais comme par hasard, sur la couverture, il y a, je crois que pour l'avoir vu rapidement, je crois que c'est un dessin de Daumier, enfin que c'est un des dessins de Daumier qui représente Don Quichotte, le maigre Don Quichotte sur Rocinante et le gros Sancho Panza sur son âne. Et de fait, il y a eu cette association-là, Don Quichotte comme héros positif, et je suis étonné que ce soit un héros positif. En Espagne, c'est vraiment un héros positif. C'est le héros de la littérature, mais c'est même un héros populaire. C'est-à-dire que on fête Don Quichotte, même quand on n'a pas lu Don Quichotte, on n'a pas ça en France. On n'a à aucun endroit en France, comme par exemple les Pays de Loire, on pourrait fêter Rabelais et Gargantua. Ça se fait petitement, modestement dans le coin. Il y a des amis de Rabelais qui le font sur place, mais ça n'est pas un mythe national. Comme Don Quichotte est un mythe national vraiment en Espagne et d'une certaine manière dans les pays hispaniques, Amérique latine aussi. Et donc, ce qui m'a intéressé, c'était effectivement de proposer une lecture qui n'avait pas été faite, d'où l'intérêt de la contre-histoire. S'il s'agit de vaguement reprendre les thèses d'un autre en changeant 2 ou 3 mots pour donner l'impression qu'on est original et qu'on pense de manière originale, il y a des philosophes comme ça qui se targuent d'être très originaux. La preuve, ils ne citent jamais personne, mais ils pillent tout le monde. Je ne donnerai pas de nom, mais on peut les reconnaître, le reconnaître. Eh bien, je pourrais faire ça. Peut faire ça assez facilement. Ce qui m'a intéressé, ça a été de dire, finalement, mais là encore, je n'ai pas tout lu, mais de la littérature, mais j'ai beaucoup lu de la littérature sur les gloses, et je n'ai jamais vu ça, de le penser Don Quichotte comme un héros du déni et de la dénégation.
Donc, ça m'a paru intéressant de l'utiliser en ce sens, même si d'autres ont dit qu'il était juif, marane, franc-maçon, de droite, de gauche, athée, chrétien, catholique résistant dans le catholicisme. Enfin, tout a été dit sur Don Quichotte. Mais singulièrement, rien sur cette question du déni et de la dénégation. Alors, revenons justement, entrons un peu plus dans cette idée Don Quichotte, héros de la délégation. Juste un mot, j'y pensais en lisant votre livre, et quand vous dites mythe national, je me demande en effet s'il y a un équivalent. Il y en a pas, je ne vois pas d'équivalent en France, mais je ne sais pas si dans les littératures du monde, il y a quelque chose d'équivalent. Et dans ce que vous allez étudier ensuite, il n'y a rien d'équivalent. Peut-être Goethe en Allemagne, peut-être Goethe en Allemagne. Dante en Italie aussi. Oui, Dante en Italie. Oui. Bon, alors, la dénégation chez Don Quichotte est extrêmement intéressante parce que il a une explication, comme toujours, comme les gens qui sont dans la délégation, ils vous expliquent toujours pourquoi ils ont raison et pourquoi vous avez tort. Mais ce qui est intéressant, c'est le rapport avec le roman de chevalerie et avec l'enchantement. Donc chaque fois, dans l'épisode des Moulins, parlez-nous un peu de ça, l'épisode des Moulins ou tous les autres épisodes que vous évoquez en les prenant l'un après l'autre, chaque fois, il refuse de reconnaître qu'il est dans l'erreur, qu'il ne voit pas le réel, parce que ce qu'il voit, c'est quelque chose qui a été enchanté. Oui, et vous avez raison de mettre le doigt là-dessus, parce que c'est effectivement le mécanisme qui se reproduit sur 1000 pages. Et quand on a compris Don Quichotte et les moulins, on a compris tout Don Quichotte, parce que c'est une variation sur ce thème-là. Et vous connaissez l'histoire, Don Quichotte et Sancho Panza voient objectivement des moulins, et les ailes de ce moulin qui tournent. Et Don Quichotte, lui, dit « ce ne sont pas des moulins, ce sont des géants qui nous menacent. Les ailes, ce sont les armes des géants qui nous menacent. » Et Sancho Panza dit « mais pas du tout, ce sont des moulins. » Et Don Quichotte part à l'assaut des géants, et il attaque des moulins, bien sûr. Et Sancho Panza dit, je vous l'avais bien dit, ce sont des moulins. Mais pour Don Quichotte, puisque le réel n'a pas eu lieu, le réel qui s'appelle moulin n'a pas eu lieu, puisque ce sont des géants. Même si Sancho Panza lui dit, mais moi je vous avais bien dit que c'était des moulins, eh bien il y a une explication donnée par Don Quichotte, c'est l'enchantement. C'est toi, tu ne vois pas ce qu'il faut voir parce qu'il y a un enchantement. Et tu es victime d'un enchantement, et ceux qui sont victimes d'un enchantement ne voient pas la réalité, mais moi, je vois la réalité. Alors que si quelqu'un est vraiment victime de l'enchantement, c'est Don Quichotte. Et c'est le propre des gens de nous dire, quand ils sont justement victimes d'un enchantement, que ce sont les autres qui sont victimes d'un enchantement. Donc le processus de dénégation, il est là-dedans. Je ne suis ni responsable, ni coupable de ce que je vois, c'est vous qui êtes coupable de voir ce qu'il n'y a pas à voir. Et c'est assez désarmant, quand vous êtes en présence d'un moulin, d'avoir un personnage qui vous dit que ce sont des géants, et qui essaie d'embrocher des géants, se fait embarquer parce que sa lance se fiche dans l'aile, et que l'aile, évidemment, elle continue de tourner, et qu'il part, Don Quichotte, avec ses armes, avec son cheval, il tombe par terre. Évidemment, il y a une séance assez drôle, mais il persiste à nous dire, effectivement, qu'il y a enchantement. Il y a enchantement parce que, et vous avez toujours raison, Jean-Marie, de parler des romans de chevalerie, parce que c'est ce qui explique aussi le personnage. Don Quichotte pense que les livres qui disent le réel sont plus justes que le réel. Pas besoin de regarder le monde, lisons plutôt les livres qui nous disent comment il faut voir le monde. De sorte que Don Quichotte a lu toute la littérature chevaleresque et pense que le modèle du monde, c'est la chevalerie. Donc le chevalier servant avec sa douce, avec sa belle, et puis son armement et le personnage qui l'accompagne. C'est un dispositif particulier. Ce dispositif est aussi un dispositif éthique. Il y a des valeurs. On défend la veuve et l'orphelin. On se bat parce qu'on défend l'honneur, on défend l'héroïsme, on défend les valeurs nobles et les valeurs de la noblesse. J'ouvre une parenthèse pour dire que ce n'est pas un hasard que Benoît XVI, qui est toujours, enfin parlons-en présent, il est toujours vivant, mais qui était un grand philosophe, formé à l'herméneutique allemande, un grand lecteur de Husserl, de Heidegger, un grand lecteur de la philosophie, un bon connaisseur de la philosophie. Benoît XVI, qui était un philosophe, je pense qu'on peut le dire, a écrit positivement sur Don Quichotte. C'est son héros. C'est son héros parce que Don Quichotte défend des valeurs dans un monde qui ne les reconnaît plus. Don Quichotte nous dit que la vérité est chrétienne, c'est la vérité du chevalier très chrétien, et qu'il faut défendre ces valeurs-là dans un monde qui ne les reconnaît plus. Mais Cervantes se moque de Don Quichotte.
Et Cervantes est assez malin pour dire moi je ne moque de rien ni personne, hein, j'invente un personnage. Ce personnage d'ailleurs il est inventé par un autre parce qu'il invente une mise en abîme en disant qu'il découvre un jour un texte en arabe qu'il fait traduire par quelqu'un qui parle, puis ce quelqu'un qui parle nous raconte des histoires de héros qui eux-mêmes parlent. Donc effectivement on se dit mais c'est pas Cervantes qui fait la critique d'une certaine manière, c'est Don Quichotte lui-même qui se rend critique, mais c'est mis en scène par un personnage qui fabrique une fiction, etc. Donc c'est très malin parce que dans cette époque où on risque sa peau pour dire des choses critiques à l'endroit du christianisme, Cervantes fait une critique catholique du catholicisme et notamment une critique érasmienne du catholicisme officiel. Pour le dire rapidement, formé par un maître qui lui était un disciple d'Érasme, c'est-à-dire un chrétien humaniste, un chrétien de l'humanisme, eh bien il s'oppose à ce qu'est devenu le Vatican, c'est-à-dire un lieu de perdition où il y a beaucoup d'antéchrist, disons-le comme ça pour aller vite. Donc il s'agirait de renvoyer au catholicisme pur, qui est imitation de Jésus, qui lui d'une certaine manière est un Don Quichotte, et imitation de Jésus pour justement en finir avec cette religion du Christ qui est tellement éloignée de Jésus. Donc effectivement, cette façon de considérer que les valeurs chevaleresques sont des valeurs contemporaines alors qu'elles sont abolies, qu'elles sont caduques, c'est aussi un ressort du comique du livre. En permanence, le réel qui n'est plus chrétien, ou qui est chrétien comme le Vatican le souhaiterait, mais sûrement pas comme Jésus l'aurait désiré, eh bien ce travail qu'effectue Cervantes est un travail catholique, critique sur le catholicisme, qui nous permet de penser la caducité des valeurs chrétiennes. C'est fini, les valeurs de l'idéal chevaleresque. Maintenant, croire que, pour sortir de ce roman, croire que l'idée est supérieure à la vérité, ou au réel, croire que le monde est moins juste et moins vrai que le livre qui dit le monde, c'est une critique extraordinaire. Parce que ça marche pour les livres de chevalerie, mais ça marche aussi pour le Coran, pour le Talmud, pour la Bible. Mais ça marche aussi pour le Capital de Marx, ça marche aussi pour l'introduction à la psychanalyse de Freud, ça marche aussi pour les écrits de Lacan, ça marche pour toutes les idéologies. Les idéologues sont des gens qui souscrivent à des idées, même si ces idées sont en contradiction avec ce que nous enseigne le réel. Et c'est ça aussi qui m'intéresse chez Don Quichotte, c'est de voir comment les intellectuels fonctionnent la plupart du temps comme ça, c'est-à-dire que s'ils veulent interroger le monde, ils interrogent d'abord leur bibliothèque. Et s'ils veulent comprendre le monde, ils cherchent à savoir ce qu'est le monde avec leur bibliothèque. On peut imaginer que Marx n'a jamais mis les pieds dans une usine. Et qu'il a travaillé sur Smith, sur Ricardo, qu'il a lu des économistes anglais, et qu'il a fait la critique des physiocrates, etc. Mais qu'il a travaillé dans des bibliothèques. Jamais Sartre n'a visité une entreprise, une usine, une boîte. Bien sûr, on connaît le fameux tonneau à la sortie de Billancourt, mais c'est à la sortie de Billancourt. Il reste à la porte de l'usine, Sartre. C'est-à-dire, il n'y a pas de photos. Vous pensez bien que s'il y en avait eu, on les aurait vues, ces photos de Sartre parlant à des ouvriers dans l'usine, au contact des travailleurs réellement. Mais Sartre est le prototype de l'idéologue. C'est le prototype du personnage qui n'a rien compris au monde. Tout compris aux idées, mais rien compris au monde. Et nombre de philosophes contemporains sont des gens qui ont tout compris aux idées, mais rien au monde. Et Don Quichotte est quelqu'un qui a tout compris aux idées, mais rien au monde. Et en ce sens, il est un personnage emblématique aussi de ce qu'est la catégorie des penseurs du monde qui ne voient pas ce qui se passe et qui, après, sont capables de vous expliquer ce qui s'est passé parce que effectivement, il n'avait pas prévu, mais ils sont capables d'en faire l'analyse. La fameuse chouette de Minerve de Hegel qui s'envole la nuit tombée. C'est-à-dire là, on est dans une configuration qui, depuis 30 ans, nous amène le Front National aux portes du pouvoir et personne ne le voit, personne ne le pense, personne ne le dit. On est dans une diabolisation, on est dans une hystérisation. Et puis un jour, si ça a lieu, on dira, ah ben, vous l'avez bien dit. Mais non, vous l'avez pas dit. On est dans des logiques idéologiques de part et d'autre, et on ne voit pas le réel tel qu'il est. On ne voit pas la souffrance du monde, on ne voit pas la souffrance des gens, on ne voit pas la souffrance des gens modestes, on ne voit pas l'humiliation des sans-grades, des gens qui sont smicards, des gens qui n'ont pas de travail, des jeunes qui cherchent un emploi, etc., etc. Ce réel-là, il n'est jamais pensé par les philosophes. Quelques rares exceptions, jadis Bourdieu. Mais en revanche, on pense la question du capital. Comment peut-on lire le Capital aujourd'hui ? Voir le succès du livre de Thomas Piketty, voir le succès des livres de Boltanski sur le capitalisme. On pense le capitalisme, avec un C majuscule, mais c'est pas le capitalisme qui est intéressant. Ce sont les victimes quotidiennes du capitalisme. Et Don Quichotte est intéressant justement parce qu'il montre comment fonctionnent les intellectuels et les philosophes. Des idéalistes
Des gens qui pensent que leur bibliothèque est plus juste et plus vraie que le monde. Des gens qui pensent que la vérité du monde n'est pas dans le monde, mais dans les livres qui prétendent dire le tout du monde. Et voilà pourquoi j'invite aussi à ce qu'on se détourne de Don Quichotte pour lui préférer Sancho Panza. On va venir à Sancho Panza. Mais avant, je voudrais qu'on évoque un autre personnage de Don Quichotte. Vous avez rappelé le Don Quichotisme, éventuellement existe aussi un Sancho-Pansisme, et puis tous ces noms propres dans Don Quichotte qui deviennent des noms communs dans le langage ordinaire. Une Rocinante, c'est un cheval mâle, mais enfin, une Rocinante, et puis une Dulcinée. Vous avez dit sa bien-aimée tout à l'heure, vous n'avez pas dit sa Dulcinée, mais vous auriez pu dire sa Dulcinée. Alors, le personnage de Dulcinée, dans le cadre de la dénégation que vous évoquez, est extrêmement intéressant, puisque Dulcinée, il ne l'a jamais vue, hein, c'est une absence, et il l'imagine, et il l'idéalise. Mais est-ce que ça ne va pas au-delà de Don Quichotte? C'est-à-dire, est-ce que les grandes figures de la littérature, les grandes figures féminines, et les grandes figures amoureuses de la littérature ne sont pas inévitablement des figures de l'absence et de l'idéalisation? Ça va de la bien-aimée lointaine de Geoffrey Rudel à Juliette, à Iseux, et même à Yvonne de Gallet dans le Grand Môle, n'est-ce pas? Toutes les images de l'amour dans la littérature. Alors pas Madame Bovary dont vous parlez, bien entendu, mais justement vous avez une très jolie phrase pour vous féliciter que ni Isolde ni Juliette ne soient devenues des Bovary. Heureusement, elles sont mortes avant. Donc, Dulcinée, est-ce que c'est pas au-delà de la dénégation, qu'elle illustre parfaitement, bien entendu, puisque c'est probablement une paysanne, une villageoise, peut-être malodorante et moustachue, mais il en fait une créature de rêve. Est-ce que, au-delà de la dénégation, elle n'appartient pas à la figure féminine romanesque par excellence? Oui, alors vous dites qu'il ne l'a jamais vue, si, elle existe. Elle existe, justement, elle sent mauvais, elle sent l'ail, elle est moustachue, elle est moche, elle est bête, elle est sotte, etc., etc. Et il la transfigure en Dulcinée. Alors évidemment, de la même manière qu'il transforme les moulins en géants, eh bien, il transforme cette femme qui existe réellement, concrètement, qui est une paysanne de son village, il la transforme en Dulcinée. Alors évidemment, c'est le contraire. Elle est aux antipodes de ce qu'elle est véritablement, donc elle sent bon, elle est parfumée, elle est belle, elle est blonde, elle a la peau blanche, elle a les yeux clairs, elle est fantastique, et c'est la femme de ses pensées, parce qu'il faut évidemment la femme de ses pensées quand on est un chevalier, tout comme il faut un servant. Et son servant, c'est Sancho Panza, même si Sancho Panza est d'une certaine manière ridicule. Si Panza, c'est la panse, c'est le ventre, d'ailleurs, il est pensu réellement. Et de fait, ce sont des personnages qui sont devenus des figures. Une Rocinante, c'est effectivement un mauvais cheval et flanqué. Et je dis, c'est drôle, parce que Rocinante, tout le monde pense que c'est une jument, c'est un cheval, c'est un mâle, Rocinante. Donc effectivement, il y a Dulcinée, il y a Rocinante, il y a Don Quichotte, Sancho Panza, et ça fait pas mal de personnages. Maritorne, ça vient aussi de là, et qui sont des figures romanesques qui sont devenues des substantifs que nous utilisons au quotidien sans trop savoir ce qu'ils signifient a priori. Alors oui, Jean-Marie, vous avez bien raison de penser la question de l'amour en regard de ces figures-là. Et de fait, j'émets l'hypothèse que si le roi Marc avait pardonné et que Tristan avait pu épouser Isolde, eh bien, ils auraient vécu de longues années ensemble, qu'elle aurait vieilli, qu'elle aurait eu des vergetures, beaucoup d'enfants, et qu'elle aurait eu un dentier un jour, qu'elle aurait pris du ventre, que ses seins auraient tombé, Isolde, et que probablement Tristan l'aurait trompée avec Madame Bovary, parce que elle aussi se serait ennuyé de Charles, qui lui aussi aurait perdu des dents, pris du ventre, perdu des cheveux, etc., etc. Et c'est la même chose à chaque fois qu'on a des histoires d'amour. De fait, heureusement que la mort est là. Parce que si la mort n'était pas là, l'amour disparaîtrait, il se diluerait dans la vie quotidienne. C'est le cas, vous savez bien. Et donc, penser l'amour, ça suppose la mort, si on veut penser l'amour éternel. Parce que quand l'amour a les moyens de se réaliser, il se réalise, mais il s'épuise, il se fatigue, il se fossilise, il se cristallise dans la vie quotidienne, et quand on n'a plus à désirer, quand on n'a plus à attendre, quand on n'a plus à surprendre, quand on n'a plus à être merveilleux, quand on n'a plus rien de mystérieux, que tout a été découvert, et y compris les odeurs des pieds et les chasses d'eau des toilettes qu'on tire ensemble, effectivement, quand le
mystère a vraiment disparu, eh bien, l'amour disparaît au profit d'autre chose. Tendresse, une affection, une amitié, une proximité, un lien. Mais certains éthologues, d'ailleurs, que vous n'aimez pas, Jean-Marie, je ne parle pas des éthologues nommément, mais je veux dire de ces gens qui ont tiré la leçon de Darwin. Quand Darwin écrit L'origine des espèces en 1859, à mon avis, il fait une révolution aussi considérable qu'est l'apparition de Jésus dans l'histoire. C'est vraiment la première fois qu'on nous dit non, les hommes ne sont pas un produit de la création avec une âme immatérielle, mais nous sommes le produit de l'évolution d'un certain type de singe. Donc il faut composer... Des têtards, nous sommes des têtards. Nous sommes restés partiellement des têtards. Je ne dirais pas que nous sommes des têtards, mais il y a du têtard en nous. Ça me paraît évident. Et notamment en matière d'amour. Nous sommes des têtards et nous voulons la reproduction. Et quand j'ai lu Schopenhauer, j'avais 17-18 ans, je me suis dit, il exagère, et plus le temps passe, plus je me dis, qu'est-ce qu'il avait raison. Quand Schopenhauer nous dit, mais il n'y a pas d'amour, c'est une ruse de la nature pour nous faire copuler, fabriquer des enfants, et faire de telle sorte que nous, figures de l'individualité, fiction pure de l'individualité, nous fassions ce pourquoi nous sommes faits, c'est-à-dire faire des enfants, à savoir propager l'espèce. On est là sur Terre pour copuler, faire des enfants et disparaître. Et les enfants qu'on aura faits sont là pour la même chose. Et l'espèce dure. Les individus sont sacrifiés à l'espèce. La mortalité de l'individu est nécessaire pour l'immortalité de l'espèce. Et quand Schopenhauer dit ça, dans Métaphysique de l'amour, texte terrible, qui est un fragment de partie de Le monde comme volonté comme représentation, je me suis dit, qu'est-ce que c'est terrible, cette vision du monde qui est pessimiste. Et en fait, non, c'est pas pessimiste. On le voit tous les jours. Qui n'a pas fait d'enfant volontairement parmi vous ? Voilà. Très peu de gens n'ont pas procréé. Et on voit aujourd'hui des homosexuels qui, la nature ne leur permettant pas de procréer, voudraient que la culture le leur permette. Donc ce désir aussi de faire des enfants avec des procréations médicalement assistées, on voit bien qu'effectivement il y a au cœur de nous quelque chose qui relève de l'animalité et qui nous fait vouloir ce dont nous ne sommes pas conscients. On croit qu'on aime, et on aime probablement, mais on fait un jour des enfants qui, etc., etc., etc. Et de fait, dans Don Quichotte, quand il, lui, est amoureux de cette, j'allais dire de Rocinante, mais non, faut pas exagérer, de Dulcinée, mais il y a des zoophiles, hein, ça existe aussi, mais de Dulcinée, il joue effectivement la carte idéale, puisque cette femme n'existe pas. Les femmes qui n'existent pas, on peut les aimer toute sa vie. Et par définition, elles ne nous donneront jamais tort, puisqu'elles sont des fictions. Donc c'est aussi pour ça, l'amour peut durer longtemps, si on est dans la dénégation, si on est dans la fiction, si on est dans la réécriture de l'autre. Et souvent, on le dit, hein, l'amour rend aveugle. Et moi, j'ai eu des amies comme ça qui étaient très amoureuses, notamment, je pense à une amie d'un type très petit, très moche, très laid, très con, très bête. Il n'avait rien pour lui, suffisant, arrogant, prétentieux, et elle le trouvait fantastique, merveilleux, formidable, génial. Il partait en vacances au Maroc 3 jours avant, il se mettait à l'arabe et il parlait l'arabe littéraire couramment. Enfin, c'était le prototype de l'aveuglement. Et puis un jour, il a fait ce que font toujours les hommes, c'est-à-dire qu'à une quarantaine d'années, il préférait avoir 2 femmes de 20 plutôt qu'une de 40, et il a quitté sa femme, qui d'un seul coup... Non, plaisanterie, je généralise pas, et d'un seul coup, elle a vu que son mari était ce qu'il était, petit, moche, etc., je reprends, etc. Simplement parce que l'amour a besoin, effectivement, de créer une fiction plus facile à aimer que la réalité. Et il y a dans l'amour une part considérable de dénégation. Il faut la dénégation pour pouvoir aimer. Et puis il y a un moment donné où effectivement l'autre nous aide à faire tomber les écailles des yeux et où on découvre que celui qu'on aime n'est plus une fiction, mais une réalité, qui sent mauvais, qui sent des pieds, qui a des, enfin, etc. Mais on en est tous là, hein. Je dirais qui ronfle, qui fait du bruit en dormant, qui, etc., etc. Donc Dulcinée, il l'aimera toujours, Don Quichotte, puisque c'est une fiction. Et cette fiction-là, évidemment, elle est susceptible d'être aimée longtemps. Mais vous avez raison, toutes les grandes figures de l'amour sont des figures qui, pour pouvoir être édurées, ont besoin de mourir à un moment donné. Alors, l'autre personnage emblématique du livre, on m'a étendu une perche tout à l'heure, là c'est avec un tout petit peu de retard, c'est Sancho Panza. Et vous écrivez « J'ai de la sympathie compassionnelle pour Don Quichotte ». Alors, je vous l'ai fait dire quand même que c'était pas un salaud, Don Quichotte. Hein. Donc vous avez de la sympathie, et puis c'est un malheureux, en effet. Il se fait rouer de coups en permanence, il tombe dans la boue, enfin, il lui arrive que des malheurs. Par sa faute, direz-vous, mais enfin, parce qu'il est dans la dénégation, direz-vous. Mais vous avez de la sympathie compassionnelle pour Don Quichotte, mais une grande affection pour Sancho.
Et alors Sancho, vous en faites l'incarnation de l'hédonisme. C'est votre spécialité, l'hédonisme, de l'épicurisme. Et est-ce qu'on peut dire cela de Sancho Panza? Je veux dire, est-ce que, quand même, vous êtes le philosophe de l'hédonisme? Vous savez bien qu'il faut un certain recul par rapport à la jouissance immédiate. Il est dans l'immédiateté, Sancho Panza. C'est un ventre. Une panse, vous l'avez rappelé, bon, c'est pour lui le plaisir est un plaisir qui ne passe pas par alors qu'il passe par aucun cerveau, peut-être un peu, mais pas par le cerveau reptilien. Autrement dit, l'hédonisme et l'épicurisme, ça exige par rapport au réel un certain recul, une certaine prise en compte du réel, une certaine élaboration philosophique du réel. Est-ce qu'on peut dire de Sancho Panza, qui est un peu le pourceau d'Épicure, justement, est-ce qu'on peut dire que c'est un épicurien ou un hédoniste? Oui, c'en est un. Alors bon, je ne peux pas imaginer que le Don Quichotte qui renvoie au fromage, enfin il y a une espèce de plaisanterie dans l'étymologie de Don Quichotte. Dans Sancho Panza aussi, ça renvoie à la panse, au ventre. Mais, mon cher Jean-Marie, le ventre pense. Et la panse est une panse, est une pensée. C'est-à-dire que j'ai découvert récemment un article très intéressant qui montrait que toute l'innervation du ventre fonctionnait comme un second cerveau, comme un autre cerveau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cerveau que dans la boîte crânienne. Il y a aussi, d'une certaine manière, un cerveau qui régule beaucoup de choses. Et on le sait bien. Je veux dire, les diarrhéiques et les constipés de tous les pays le savent, qu'effectivement, tout ça est en relation avec nos sentiments, nos affects, nos émotions. On a mal au ventre, on a le ventre noué, enfin, il y a 1000 expressions qui font la démonstration que tout ce qui est pathologie, pathos, c'est-à-dire exercice de la passion en nous, que tout ça passe par le ventre. Et ça n'est pas rien. L'hédonisme que je défends, effectivement, suppose que nous laissions parler le plus possible le plaisir, pourvu qu'il ne soit pas l'occasion d'un déplaisir pour autrui. S'il suffisait de laisser parler le plaisir, point à la ligne, sans souci d'autrui, effectivement, il n'y a pas matière à écrire plus de 70 livres. Si je propose une théorie d'hédonisme, c'est parce que c'est une subtilité, c'est une ascèse. C'est pas du tout l'hédonisme, l'art de laisser parler son ventre. C'est une économie du plaisir. Absolument, oui, parce qu'on voit bien ce que c'est, laisser parler son ventre. Et ça n'est pas du tout l'hédonisme que je défends. Par ailleurs, je pense que j'ai lu suffisamment de livres maintenant pour pouvoir faire une critique des livres en disant que nombre de livres nous éloignent du monde. Qu'il y a plein de livres, plein de bibliothèques qui sont faites pour nous éloigner du monde. Et en ce sens, Sancho Panza n'a rien lu, il est illettré. Donc évidemment, lui, sa lecture du monde, son rapport au monde n'est pas médiatisé par les livres ou par la bibliothèque. Il n'a pas un rapport livresque au monde. Lui, il ne se demande pas ce qu'est le réel après avoir lu saint Thomas d'Aquin ou saint Augustin ou la Scolastique ou les pères de l'Église ou Platon ou Aristote. Ce ne sont pas ses références. Lui, il n'a pas de ces références-là. Il a simplement une présence au monde qui est immédiate et qui, d'une certaine manière, illustre ce qu'on appelle le bon sens paysan. Alors les paysans ont changé aujourd'hui, hein. Ils n'ont plus ce bon sens-là parce qu'ils ont aussi médiatisé leur rapport à la nature. Et mon père était ouvrier agricole, et quand il a commencé comme ouvrier agricole, il était ouvrier agricole comme on l'était à l'époque de Virgile. C'est-à-dire les pieds dans les sabots et dans le sillon fait par le labour de son cheval. Et il avait une proximité avec le cheval, avec le soc, avec la charrue, avec les peintures. Vous voyez les peintures de Millet, l'Angélus, les gens qui moissonnent, etc. Donc effectivement, le paysan n'était pas forcément quelqu'un de lettré, il n'avait pas lu, il était même parfois illettré au sens étymologique, il n'avait pas appris à lire, mais il avait appris à lire dans le grand livre du monde, si on veut utiliser le vocabulaire de Diderot. Et est-ce qu'il ne vaut mieux pas, et ma réponse est oui bien sûr, mais est-ce qu'il ne vaut mieux pas des illettrés qui ont appris à lire correctement dans le grand livre du monde, à des prétendus lettrés qui ne savent pas lire dans le grand livre du monde parce qu'ils ne lisent le monde qu'à partir des livres écrits par les autres? Eh bien, c'est ce qui oppose Don Quichotte à Sancho Panza. Don Quichotte est un intellectuel, quelqu'un qui intellectualise, quelqu'un qui met de l'idée partout et qui ne voit pas le réel. Sancho Panza est quelqu'un qui n'a pas ce vice parce que, effectivement, c'est un paysan, c'est un homme de la panse, c'est un homme du ventre, c'est un homme du bon sens populaire. Et il y avait du bon sens populaire. Et même encore, j'ai quelques amis paysans aujourd'hui qui, conduisant des tracteurs sur lesquels il y a des ordinateurs ou des moissonneuses-batteuses qui leur permettent de savoir ce que sont les rendements à l'hectare à l'instant même où la moisson se fait, donc des techniciens, donc des gens qui sont dans des cabines climatisées et qui écoutent France Culture, c'est plus du tout la même chose.
ou Rire et Chanson, mais ce sont des gens qui ont un autre rapport évidemment au monde que le paysan qui ressentait sur son corps physiquement le vent, la pluie, les effets de la lune, du soleil, etc. Donc ce qui m'intéresse chez Sancho Panza, c'est qu'il est cet homme-là, c'est-à-dire le grand oublié des intellectuels, et d'une certaine manière le grand méprisé. Quand je fais l'éloge de la terre, du paysan, des agriculteurs, on me dit « Ah oui, la terre, elle ne ment pas ». Et je ne manque jamais l'occasion de dire que ce texte, dit par le maréchal Pétain, a été écrit par Emmanuel Berle, grand intellectuel juif. Donc ce texte a été écrit par un intellectuel juif, et pas par un paysan, et pas par le maréchal non plus, qui s'est contenté de lire un texte écrit par un intellectuel pour lui. Donc qu'on arrête de faire payer aux paysans cette phrase malheureuse qui reste vraie tout de même. Il y avait une époque où on pouvait dire que la terre ne mentait pas, il suffisait juste de savoir ce qu'on voulait dire par là. Il faut expliciter cette phrase. Et quand on l'explicite, quand on a un rapport, et je travaille à un très gros livre qui s'appelle Racosmos, et dont je dis sans plaisanter qu'il sera mon premier livre, parce que je le crois, et j'essaie de retrouver dans ce livre le lien que nous pouvons avoir directement avec le cosmos en faisant l'économie des bibliothèques et aussi en faisant l'économie du New Age. Je ne suis pas du genre à me tondre la tête et puis à me mettre en position de yoga, du lotus, pour attendre que le cosmos me transperce et me sorte par les chakras. C'est pas mon genre du tout. Mais j'essaie, en païen que je suis, en matérialiste que je suis, de voir comment on peut penser de manière cosmique, qui est une invitation nietzschéenne. Et il me semble que Sancho Panza est là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où Don Quichotte lui dit, tu sais, un chevalier, quand il a son servant, un jour il lui donne un duché, un empire, un royaume, et tu seras récompensé. Évidemment, il y a peu de probabilité pour que ça ait lieu. Sauf que, comme il se fait chambrer en permanence, Don Quichotte, et il se trouve un jour, je vous renvoie au livre de Cervantes, mais il se trouve un jour en compagnie de gens qui se moquent évidemment de lui, et qui, pour se moquer de Sancho, disent, eh bien, on va te le donner ton empire, on va te le donner ton royaume, le royaume de Baratri, et on lui donne. Et il gouverne ce royaume, Sancho Panza. Il y a donc une politique de Sancho Panza, qui est une politique épicurienne. Et pas épicurienne au sens trivial du terme, du genre jouissance, etc. Il pourrait faire comme beaucoup, c'est-à-dire jouir de la cave de l'Élysée, jouir des chauffeurs, jouir des ors, de la puissance, jouir des femmes qui sont dans la cour, ou ce genre de... Pas du tout. Sancho Panza est quelqu'un qui pense que la justice existe et qu'il faut la rendre, et qui manifeste un extraordinaire bon sens dans l'exercice de la justice. C'est très drôle, je vous renvoie aux histoires qui sont racontées. Il y a des moments où on voit des vicieux, des tordus qui arrivent au tribunal, et c'est lui qui est censé régler le problème, et il voit bien les choses. Il dit, il y a une prostituée qui dit par exemple à un moment donné que le voleur de cochon l'a violée, ça ne renvoie à aucun directeur du FMI, mais enfin et que elle vient demander des réparations et des dommages au tribunal. Et ce type dit, bah non, j'avais fait une mauvaise journée, elle me proposait de passer un petit moment agréable avec elle, j'ai passé un petit moment agréable avec elle, et puis voilà, quoi, elle était consentante. Et elle dit, mais pas du tout, et puis donc, évidemment, viol, etc. Et lui dit, eh bien, partez, monsieur, et puis le type s'en va. Et il dit à la femme, eh bien, si vous voulez avoir votre argent, rattrapez-le. Et elle court à toute vitesse, elle le ramène. Et il dit, ben vous voyez, si au moment où il a voulu vous violer, vous aviez couru aussi vite, vous n'auriez pas été violé. Et donc c'est rempli de bon sens comme ça, on se dit, ben oui, finalement, effectivement. Et à 2 ou 3 reprises, dans des aventures comme celle-ci, on voit bien qu'il y a cette common decency, pour utiliser le sens, la décence commune, c'est un vocabulaire d'Orwell, une common decency chez les petits. Chez le peuple, chez les gens, les sans grade, chez les gens qui ne sont pas des intellectuels, qui ne vont pas vous citer Lacan, Marx et Freud, qui ne vont pas vous expliquer qu'ils ont lu la critique de la raison dialectique, mais qui simplement disent « mais non, il y a le réel, et dans le réel, il y a des choses qui, etc. » Donc cette présence au réel, cet utilitarisme au sens noble du terme, c'est-à-dire de considérer qu'il faut faire des choses utiles à son projet, et que si on veut gouverner en homme de bien, en homme de loi, en homme de vertu, en homme de justice et de justesse, il faut faire ceci et pas faire cela. C'est un pragmatisme aussi, c'est-à-dire que c'est pas un idéaliste, c'est pas quelqu'un qui dit l'idée a toujours raison sur le réel. Si le réel donne tort à l'idée, c'est l'idée qui est en tort. On change pas de réel parce que l'idée lui aura donné tort. Les intellectuels disent l'idée a raison, si le réel donne tort à mon idée, c'est le réel qui a tort. On change de réel, mais je garde l'idée. Vous voyez, avec le communisme soviétique, c'était hegelien, marxiste, et ça devait fonctionner de manière extraordinaire. Puis un jour, on dit, il y a le goulag. Et on dit, oui, mais non, le goulag, ça ne touche en rien à ce que Badiou appelle aujourd'hui l'hypothèse communiste.
Badiou nous dit, mais ce qui s'est fait au nom du communisme n'a rien à voir avec la belle idée du communisme qui reste une chose idéale. Il n'y a pas plus Don Quichotesque qu'Alain Badiou en ce sens. Et c'est une façon extraordinaire de fonctionner à l'école normale supérieure, mais il y a quand même eu des gens décapités, massacrés, enfermés, des millions de gens, au nom de cette idéologie que l'idée était plus vraie que la réalité. Ça marchait pas. Bon, on dit juste ça marche pas, quoi. On arrête l'idée. Elle est pas bonne. Ou on l'améliore, on l'amende. Et on peut rester communiste, mais autrement que comme on était communiste sous le marxisme-léninisme. Eh bien, il y a chez Sancho Panza cette liberté de ton qui consiste à dire, moi j'ai pas de lecture, j'ai pas d'idéologie, j'ai pas une idée préconçue, je regarde le réel. Je vois le réel tel qu'il est, et je compose avec ça, et ce que j'aimais comme hypothèse, c'est qu'il fabrique une république épicurienne. Le temps que ça dure, parce qu'à un moment donné, il s'en va. Sancho Panza, il dit, mais moi j'en ai marre, j'ai des goûteurs pour mes plats, mais moi j'ai envie de manger du sanglier bien rôti, j'ai envie de manger des poulardes farcies, j'ai envie de manger ces choses-là. Puis là j'ai un goûteur qui me dit, ah bah non, faut manger ça mais pas plus, faut boire ça mais pas plus. Et j'ai pas envie d'avoir des goûteurs, j'ai pas envie d'avoir des conseillers, j'ai pas envie d'avoir ceci, cela, et puis mon âne me manque. Et puis la simplicité me manque. Et puis je veux pas m'occuper de ces histoires-là. Donc c'est quelqu'un qui, comme Cincinnatus, va retrouver sa charrue quand on lui a dit, voilà, t'es gouverneur de cet empire. Et puis à un moment donné, il dit, oh, mais je suis pas fait pour ça, moi. Donc c'est un anti-Machiavel. Et j'émets l'hypothèse que cet anti-Machiavel propose une république épicurienne, c'est-à-dire une république dans laquelle il s'agit de faire le bien, de rendre possible l'humanité, de permettre aux gens modestes d'exister, d'éviter les guerres, d'éviter tout ce qui est dispendieux pour un État et qui suppose les impôts qui vont être ponctionnés sur tout le monde. Enfin, c'est un homme de bon sens. Et je juste préférais qu'on fasse de Sancho Panza un héros plutôt que Don Quichotte, parce que si Don Quichotte a été un héros pendant si longtemps, c'est justement parce qu'on a eu des idéologues qui se sont moqués du réel et qui ont rendu possible le réel qu'on a bien vu au XXe siècle. Et si Sancho Panza avait eu l'occasion d'être plus illustré ou mieux illustré, et en matière de politique, eh bien on aurait eu des anti-Machiavel, des épicuriens, avec un projet communautaire et contractuel, dans lequel on aurait eu le souci du juste, du vrai, du bien, et non pas de l'idée de justice, de l'idée de justesse ou de l'idée de bien, mais des vérités incarnées, qui supposent que si cette femme s'est faite violer par le marchand de porc, eh bien qu'on lui rende vraiment justice. Mais si c'est un mensonge, eh bien qu'on rende justice au marchand de porc qui lui aura été abusé. Et je vous renvoie au roman où vous verrez une multitude d'histoires assez drôles où Sancho Panza me paraît être un héros nettement plus intéressant que Don Quichotte. Ils sont d'ailleurs extrêmement savoureux, ces épisodes. Juste, alors, on va parler de Robert Combas, mais juste quand même une dernière question sur Cervantes. Bon, je ne crois pas quand même que quand vous dites que Don Quichotte est un héros positif aujourd'hui, hein, dans l'opinion. Je ne sais pas si c'est tout à fait vrai. Il est aussi un héros parfaitement ridicule. Il est quelqu'un dont on sourit. Je crois qu'il est quelqu'un pour lequel on a une sympathie compassionnelle. Tout le monde sait que, en effet, son histoire avec les moulins à vent, hélas, c'est désolant. C'est désolant de prendre des moulins pour des chevaliers. Il est assez ridicule, mais il a dans l'image qu'on se fait de lui quelque chose, vous l'avez dit tout à fait au début, quelque chose d'assez noble dans son comportement. Et j'étais en train de penser en vous écoutant qu'il y a une parenté entre Cyrano de Bergerac et Don Quichotte, c'est-à-dire qu'on leur prête à tous les deux le panache. Bon, alors vous n'allez pas jusque-là. Le panache, vous le donnez plutôt à Sancho. Je voudrais, Michel, qu'on revienne sur quelque chose que vous avez juste évoqué en passant, qui concerne le roman lui-même. Après tout, c'est une contre-histoire de la littérature. C'est quand même donc l'histoire aussi de la littérature. Il s'agit de littérature. Don Quichotte passe pour, partout vous lisez ça, le premier roman moderne. Pourquoi le premier roman moderne ? Et qu'est-ce qu'il y a dans ce roman qui, justement par rapport au roman de chevalerie par exemple, qu'est-ce qui tout d'un coup est complètement nouveau ? Et qu'est-ce qui fait que, peut-être, je ne sais pas si c'est votre point de vue, on peut considérer que l'histoire du roman en Europe s'enracine dans Don Quichotte ?
Alors juste une remarque sur Cyrano de Bergerac. J'ai fait un éloge de Cyrano que j'adore. C'est vraiment mon héros. Là pour le coup, plus même que Sancho Panza s'il le fallait. Parce qu'il y a une vraie lucidité chez Cyrano, parce qu'il ne se fait pas abuser, parce qu'il y a même une espèce de... Il n'est pas dans la dénégation. Ah, pas du tout. Au contraire. Quand il écrit des textes... non, c'est une grande figure pour moi. Enfin bon, sur la question la deuxième, dont j'ai oublié qu'il est... Pourquoi le premier roman moderne? Voilà. Oui, alors moi je ne souscris pas à ça. D'abord, je ne souscris pas souvent aux thèses qui sont présentées, par exemple, par Philippe le Jeune, en nous disant que c'est Rousseau qui invente l'écriture autobiographique. Je dis, mais on fait quoi de Saint-Augustin qui a écrit les Confessions, par exemple? Et on fait quoi avant Saint-Augustin, de Marc Aurèle qui a écrit les Pensées pour moi-même? Donc c'est toujours dangereux de chercher une date de naissance quand on sait que 3 ou 4 ou 5 livres ou œuvres en amont font la démonstration qu'on a tort de prendre cette date-là. Quand on dit premier roman moderne, je dis, mais alors qu'est-ce qu'on fait du Satyricon de Pétrone? Qu'est-ce qu'on fait de l'Andor d'Apulée? Et moi, quand j'étais adolescent, enfin que je rentrais à l'université, pas adolescent, mais 17 ans, et que j'ai eu un coup de foudre pour la philosophie antique, je me suis mis à lire beaucoup de choses concernant l'Antiquité, de l'histoire, de l'architecture, de l'archéologie. Je fais des valeurs d'histoire antique, des valeurs d'archéologie antique à l'université. Et j'avais acheté le gros volume en Pléiade de Pierre Grimal qui s'appelait Roman grec et latin. Et il y a effectivement là-dedans Philostrate, par exemple, Apollonius de Tyane, qui est un grand roman. Bien avant, évidemment, le roman de Cervantes. Et puis, il y a des romans médiévaux bien avant Don Quichotte. Donc, l'idée que Don Quichotte que Cervantes ouvrirait l'ère du roman moderne, je ne vois pas trop ce que ça veut dire. Enfin, il y a des romans dans l'histoire de l'Occident, et on peut remonter à l'Antiquité, qui a tout inventé, et qui a aussi inventé le roman. Il y a une grande parenthèse du roman entre l'avènement du christianisme et puis, d'une certaine manière, la disparition du christianisme, c'est-à-dire entre l'arrivée de Constantin au pouvoir, le IVe siècle de notre ère, avec toute la patristique et puis toute la scolastique qui a suivi, et puis à un moment donné où ça commence à s'effacer avec la Renaissance, mais avec l'humanisme de la Renaissance, mais un peu avant, on a le roman de la Rose, par exemple, qui est très en amont. Donc le roman de la Rose, si c'est pas un roman, alors je veux bien comprendre. Donc effectivement, ce sont des affaires là pour le coup d'universitaires qui veulent absolument trouver un roman moderne en nous expliquant c'est lui l'inventeur. Après on nous dit non, c'est Sterne. Après on nous dit non, c'est Diderot. Après on nous dit bah non, il n'y a pas de roman moderne avant Joyce. Enfin bon, ça ce sont des affaires d'intellectuels auxquelles je ne souscris pas, de savoir si c'est le premier, le dernier, l'avant-dernier, l'avant-premier. C'est un très grand roman, comme il y a eu des très grands romans, je parlais tout à l'heure, d'Apulée, de Pétrone, de Philostrate, dans l'Antiquité, qui montrent que bien sûr il y avait des romans à l'époque grecque et romaine. C'est un grand roman baroque. Ah oui, voilà. Absolument. Et Robert Combas. Baroque aussi. Baroque aussi. Mais alors, le sous-titre, ici, il y en a deux. Non, le sous-titre, c'est, je ne sais pas. Dites-moi un chaman nommé Combas. Ça, c'est le sous-titre. Et Trans et connaissances. Alors, je voudrais que vous évoquiez le rapport entre ce peintre, qui est votre ami, que vous connaissez bien, et les chamans, la transe, la danse aussi. Qu'est-ce qui les lie? Qu'est-ce qui les lie, vous voulez dire la transe et la connaissance? Qu'est-ce qu'il lie? Non. Alors, vous avez qu'est-ce qui lie ce peintre à la tradition des chamans, oui, à cette pratique singulière qu'est la transe? Après, la parenté entre la transe, la danse et la connaissance, c'est autre chose. Alors donc, moi, j'ai pendant 12 ans créé des expositions à Argentan que j'habitais, avec des artistes que j'ai connus grâce à mon éditeur, à l'un de mes éditeurs, Galilée. Donc j'ai exposé Ernest Pignon-Ernest, Vladimir Velikovic, Adami, qui étaient les artistes maison, et puis de Galilée, qui m'a présenté. Et puis un jour, j'ai un peu épuisé le stock des artistes Galilée, y compris avec des gens alors il y avait des gens que j'aimais moins bien et que je n'ai pas sollicités, et puis des gens qui m'aiment bien, que j'aime bien, et le rendez-vous ne s'est pas fait, avec Alechinsky par exemple. Et puis un jour, je me suis dit, j'aime bien Combas, je ne le connais pas,
personnellement, je vais le contacter. Voilà, je regarde sur Internet, je trouve une adresse, je lui dis voilà, je suis philosophe, j'habite une ville de sous-préfecture, j'organise des expositions depuis plus d'une dizaine d'années, je n'ai pas d'argent à vous proposer, j'en ai pas, j'en gagne pas, j'en ai pas moi-même, je fais ça bénévolement, gratuitement, donc j'ai vraiment rien à vous proposer, si ce n'est le fait que je peux écrire un texte sur votre travail, et puis etc. Et il a été immédiatement enthousiaste. Enfin, Geneviève, sa compagne, a été immédiatement enthousiaste parce que Robert a un rapport médiatisé au monde, parce que c'est vraiment un chaman au quotidien, lui. Et je veux dire pourquoi et comment. Et Geneviève, c'est celle qui le raccroche à la terre, parce que sinon il s'envolerait, Robert, et il planerait partout en permanence. Donc, c'est Geneviève qui s'occupe du téléphone, du site, du mail, des courriers, des rencontres, des visites, des blocages de rendez-vous, des dates, de toute l'intendance, et c'est ce qui rend possible Robert comme artiste. Et Robert m'a répondu tout de suite, immédiatement, oui, je viens. Il me dit, vous êtes communiste? Alors je dis non, je suis pas communiste. Ah bon, parce que les communistes, puis hop, il m'a fait un grand discours, je l'ai laissé parler, et puis il m'a dit, bon, je viens, etc. Et il est venu, et on est devenus amis, parce que c'est quelqu'un que j'adore. Alors, comment est-il chaman? D'abord parce que j'ai eu la chance de le voir peindre. Et ça, c'est assez magique, quoi. On voit un artiste, on le voit dans des vernissages, on voit ses œuvres, et puis bon, bonjour madame, bonjour monsieur, une coupe de champagne, etc. Bon, oui, mais là, on voit rien. Quand on est dans l'atelier, on voit un peu plus. Et quand dans l'atelier, on voit l'artiste travailler, alors là, effectivement, on voit qu'il entre en transe. Alors le chamanisme, au sens réel du terme, et pas New Age, le chaman, c'est souvent quelqu'un qui a déjà un corps particulier. Un nain, un géant, un personnage qui est bossu, ou ce genre de choses. Là, je songe à la Sibérie, je songe au pôle Nord, ou à des endroits où le chamanisme est toujours actif. Pas seulement là, ailleurs, mais enfin, là aussi. Et les textes que j'ai lus renvoient plutôt, soit Mircea Eliade, ou soit d'autres textes, renvoient plutôt à ce chamanisme-là, même si Mircea Eliade parle des chamanismes d'Amérique latine, d'Amérique centrale, etc. Donc il faut d'abord un corps particulier, comme si les dieux avaient désigné ce corps-là. Et le corps de Robert est déjà un corps particulier, une espèce de façon de se recroqueviller sur lui-même et d'être tout entier fermé sur une espèce de boule d'incandescence, une espèce de feu créateur. L'impression que son corps garde ça, et il avance toujours comme ça, comme un personnage qui porterait une espèce de boule de feu qui serait son génie. Et donc, il faut que ce corps-là soit sollicité d'une manière particulière. Et dans le chamanisme classique et traditionnel, il y a des jeûnes, on ne mange pas pendant un certain temps, on ne boit pas pendant un certain temps, on mange des champignons hallucinogènes, des lichens hallucinogènes. Je ne sais pas si Robert mange des champignons hallucinogènes, un peu quand même. Mais, oui, vous avez l'air de dire un peu. Oui, je souris parce que voilà. Abstinence sexuelle, ça je ne sais pas. Et après, quand on est dans cet état-là, c'est-à-dire que quand on a un corps qui a été préparé, comme épuré, on ingère des substances hallucinogènes, donc les fameux champignons, les lichens, ou des choses comme ça, ou de l'alcool. Et puis on rentre en transe avec des musiques qui sont des musiques percussives et répétitives, et donc la plupart du temps des peaux d'animaux qui sont tendues sur des cadres qui eux-mêmes sont faits avec des objets de la nature, du bois, des choses comme ça. Et les os servent à frapper, donc d'une certaine manière l'animal est toujours vivant. Quand on tape sur un tambour chamanique, eh bien on utilise les os, on utilise la peau d'un animal, éventuellement des cadres qui ont été faits avec des os ou des choses comme ça. Et évidemment, quand on est dans cette logique-là, on a une espèce de rythme endiablé comme ça, et à un moment donné, pouf, on tombe en transe. Et quand on est en transe, on entre en contact avec un arrière-monde, qui est pour moi un ici-bas, bien sûr, mais cet arrière-monde est ici-bas, et pas dans l'au-delà. Et on entre en contact avec des choses stupéfiantes, c'est au sens premier du terme. On utilise des stupéfiants, et on découvre des choses stupéfiantes. Et quand on revient à soi, on restitue ce qu'on aura vu dans cette transe-là. Et ça prend des formes diverses et multiples. Les chamans du pôle Nord, par exemple, racontent des histoires. Donc ils sont passés sous la glace, sous la calotte glaciaire, ils ont copulé avec des phoques qui ont donné des choses qui leur ont raconté, etc., etc. Et ils restituent un monde qui est un monde poétique au sens grec, quoi. C'est un monde de la création. Et Robert, eh bien c'est ça, c'est-à-dire il a ce corps particulier, il a cette espèce de boule de feu, comme s'il était autour de cette boule de feu, et puis il puise dans cette boule de feu, ou du moins pas volontairement, c'est-à-dire il y a des moments où ça sort, ou comme des jets,
Et il se met à peindre. Et c'est jaculatoire, quoi. Quand il est devant une toile et qu'il y va, paf, 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 on voit comment ça se passe, et puis on voit ce qu'il enlève, ce qu'il remet, et il est dans une espèce d'état de transe, et il a le nez sur le tableau, son style a évolué. Il était plus dans le détail à une époque, et là il est plus dans la fresque, il est plus dans la fresque dionysiaque, il est moins apollinien qu'il ne l'a été. Il y a des chefs-d'œuvre à Sète, des œuvres de lui qui pour moi sont vraiment des chefs-d'œuvre. Le passage d'Hannibal avec le contournement de Sète par Hannibal et ses éléphants. Toile magnifique pour moi, une des grandes toiles du XXe siècle, vraiment. Et c'est pas parce que c'est un ami, vraiment, je le pense. Et aujourd'hui, il est plus dans des espèces de grands gestes, de grandes fresques, avec des coulures, avec des choses comme ça. Et donc, il y a une espèce de façon d'être dans un corps à corps avec la peinture. Et nous avons, il y a un mois, fait une performance, lui et moi, à l'île Maurice. Et on en avait raté une à Argentan. On l'avait fait, mais on l'avait raté parce que Robert ne supporte pas la contrainte. Et qu'il y avait la contrainte d'un cuisinier. On faisait une journée autour de lui. Il y avait un cuisinier qui avait travaillé pour faire des menus qui ressemblaient à Robert Combas. Et à un moment donné, il voulait absolument installer 2 trucs qui ressemblaient à 2 seins de femmes. Le cuisinier et Robert avaient cette contrainte. Et cette contrainte l'a empêché d'aboutir et de réaliser sa toile. Donc il travaillait, puis ça marchait pas. Puis à un moment donné, il a barbouillé tout. Puis il dit non, j'arrête, ça marchera pas et ça marchera pas. Donc effectivement, cette performance n'avait pas eu lieu parce qu'on ne commande pas à Robert Combas. C'est le cosmos qui commande en lui et il n'y a pas de raison que quelqu'un commande pour lui. De sorte que à l'île Maurice, tout s'était bien passé pour que ça se passe bien. On avait tout fait pour, parce que Robert est aussi une espèce de sismographe et un grain de sable peut enrayer toute la machine. Et il est parti avec un fond de toile. Je ne sais pas si vous connaissez l'île Maurice, mais enfin, il y a des espèces d'éminences comme ça, de petites montagnes. Il avait démarré avec ces montagnes, puis 2 ou 3 petites couleurs dans le fond comme ça. C'était tout une espèce de préparation extrêmement simple. Et moi, j'ai parlé pendant 1 heure sur sa création. C'est-à-dire que je parlais de l'œuvre, de la création, du chamanisme, de ce qu'il était, de ce qu'il avait fait, de comment il peignait. Puis de temps en temps, je regardais, puis je commentais, etc. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, ben voilà, quoi, on est à, je sais pas, 40 minutes, 45 minutes, peut-être que les gens ont des questions à la salle, personne. Donc j'en ai repris pour 30 minutes, et j'ai continué tout seul. Et puis à un moment donné, je me dis, il va falloir que ça s'arrête quand même, quoi, parce que ça fait 1 heure que je parle tout seul, et que lui, il faisait cette grande toile, une espèce d'état de transe. Et puis à un moment donné, je lui dis, je sais pas, Robert, tu auras fini quand? Il me regarde, puis il me dit, tout de suite. Et pof, c'était fini. Et il a fait une toile magnifique. C'est-à-dire que pour ceux qui ont pu voir dans le détail, moi j'ai pas pu, je jetais des coups d'œil de temps en temps et je regardais la salle. C'est cet a priori qui était un a priori de montagne, donc un a priori d'éther, d'air, d'au-dessus de la terre, eh bien au fur et à mesure c'est devenu un a posteriori sous l'eau. Et après, on s'est vu, on a vu fonctionner le travail qui a fait que ces montagnes sont devenues des fonds sous-marins. Et comment la mer a envahi la toile et comment les poissons sont arrivés sur cette peinture. C'est une peinture vraiment magnifique. Donc effectivement, on a assisté pendant 1 heure et je pense que ce sera disponible en DVD, en CD. Enfin, c'était prévu. Et j'ai regardé mes mails tout à l'heure et apparemment la chose est arrivée chez moi. Donc on mettra tout ça en je sais pas où. Enfin, ce sera un jour à disposition. Mais effectivement, il y a eu une transe chamanique de la part de Robert qui a travaillé comme ça. Je voudrais vous faire vous donner une petite information bordelaise. Parce que, grâce à Denis Molin, on a le projet, d'une exposition, d'une grande exposition Combas à Bordeaux, et les instances, je ne veux pas impliquer les gens, mais enfin des instances ont donné leur accord, et c'est un oui de principe. Et Robert est d'accord pour illustrer les philosophes de ma contre-histoire de la philosophie. C'est-à-dire tous les philosophes dont j'ai parlé, une trentaine, je ne sais pas, une quarantaine, il faudrait regarder, mais il est d'accord. Il a dit oui, simplement, Robert n'est pas du genre à dire, ben voilà, les vernissages s'étendent, donc je vais travailler, donc voilà. Donc il y travaille mentalement, comme un chaman, c'est-à-dire que ça cuit, ça bout, ça mijote. Et puis, il se peut que rien ne sorte. Et il se peut que tout sorte. C'est-à-dire qu'il peut très bien un jour dire, bon ça y est, je suis parti sur tes philosophes, là, et paf, 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 et hop, 1 toile, 2 toiles, 3 toiles, et on en aura comme ça 50 d'un coup. Mais c'est pas, je ne connais pas d'homme plus pur que Robert Combas. C'est un homme absolument pur. C'est-à-dire que le marché, l'argent, il ne sait pas ce que c'est.
Donc il sort des billets, il paye, il est d'une extrême générosité et il n'a pas de plan de carrière en tête, il n'a pas le désir de percer, il n'a pas le désir de dire il faut que je fasse ça pour ma cote, il n'y avait aucun intérêt pour venir à Argentan a priori. Hein. Donc il y a ça chez lui, c'est-à-dire qu'il est directement branché sur le cosmos, ce en quoi il est un chaman et il fait des œuvres alors qui ne se valent pas toutes. Il y a des œuvres dans lesquelles il y a moins de lui et d'autres dans lesquelles il y a plus de lui, mais il a des traits de génie extraordinaires. Ces temps-ci, il travaille sur des photos qu'il récupère comme ça et qu'il agrandit, et puis il travaille après sur les photos. Et pour me faire plaisir, il a fait un Nietzsche, et il l'a fait à partir d'un chien. Et bien évidemment, quand il entend Nietzschéen, lui il entend Nietzschéen. Et donc il prend le chien, il lui fait des moustaches, il lui fait une espèce de truc comme ça, et paf, et d'un seul coup on se dit mais bon sang, Nietzsche en chien. Et c'est aussi le sous-titre d'un de mes livres, Cynisme, portrait du philosophe en chien. Et voilà comment il fonctionne, Robert, quoi. Et paf, 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 hop, c'est fait. C'est une œuvre magnifique. Et quand il a comme ça des contacts directs avec le cosmos, ça se passe très bien. Autre exemple, et vous êtes invité, regardez sur l'agenda, mais nous faisons, lui et moi, enfin surtout lui, mais je veux dire, je fais une conférence sur son travail à Angers la semaine prochaine, sur une exposition concernant les peintures de sa femme, mais cet été, à Sète, à Montpellier. Et j'ai démarré un recueil de poèmes sur les animaux de Nietzsche, un bestiaire nietzschéen, et alors toute proportion gardée, hein, si lui est peut-être comparé à Dufy, moi je peux pas être comparé à Apollinaire, mais Dufy et Apollinaire ont fait un bestiaire avec des bois de Dufy qui sont magnifiques. Et j'avais dit à Robert, je fais ce texte, ce bestiaire, et puis si un jour tu as envie de faire des bois, ce serait bien, parce qu'on a rencontré un de ses amis qui fait des bois là-bas, et il m'a dit oui, d'accord, et puis ça a traîné, puis je me dis bon, ça se fera pas, parce que l'éditeur, lui, avait des dates, et puis moi j'avais fait mon texte, et puis un jour, pof, c'est arrivé sur mon ordinateur, clac, il y avait une vingtaine de dessins, et il a fait les animaux de Nietzsche, le serpent, l'aigle, la vache, enfin, etc. Et donc on aura un livre qui sera sur ce principe du texte poétique ou d'une prose poétique et d'œuvres qui sont surgies comme ça sur le mode chamanique. Il reste à vous dire merci, Michel Onfray, et puis j'espère que nous parlerons bientôt de Sade. Merci beaucoup.